Le Togo s'engage dans la production pharmaceutique et d'engrais destinés aux agriculteurs locaux. De nouvelles unités industrielles ont été mises en place récemment sur le site de la plateforme industrielle d'Aditi Copé. Il s'agit de FHC Medica dédié à la production pharmaceutique et de NutriSource spécialisée dans la fabrication d'engrais. La mise en place de ces unités marque le dernier développement dans l'expansion des activités sur la plateforme industrielle. FHC Medica, qui s'étend sur 7000 m², emploie déjà une centaine de jeunes Togolais avec une capacité de production annuelle de 750 millions de comprimés, 150 millions de gélules et 30 millions de sirops. La structure entend fournir des médicaments génériques abordables à la population togolaise et au marché de la sous-région. Le Togo a également pensé à la création d'une unité de production d'engrais pour permettre de renforcer l'offre d'engrais en qualité et de mieux répondre à la demande des agriculteurs locaux, mais aussi d'approvisionner les pays voisins tout en contribuant à la sécurité alimentaire de la sous-région. L'aboutissement de ces projets répond également à la vision de la modernisation de l'agriculture et de faire de l'agriculture une source économique très puissante, pouvant transformer structurellement l'économie nationale pour une croissance inclusive, durable et créatrice d'emplois décents pour les jeunes. Après des années de pression financière, l'Afrique subsaharienne entrevoit enfin une éclaircie. Dans son rapport Africa's Pulse publié le 23 avril dernier, la Banque mondiale annonce que la dette publique de la région pourrait amorcer sa première baisse cette année. Une nouvelle encourageante alors que les paiements d'intérêt sur la dette extérieure atteindront tout de même près de 20 milliards de dollars en 2025, soit environ 3,4% du PIB régional. Ce léger mieux est le fruit des efforts de restructuration engagés par plusieurs pays, à l'image du Gabon, qui a renégocié sa dette domestique, ou encore de la Zambie, qui a conclu un accord majeur avec ses créanciers publics. Ces initiatives pourraient desserrer l'étau qui étrangle les budgets nationaux depuis la pandémie. Mais la Banque mondiale prévient. La bataille est loin d'être gagnée. La majorité de la dette reste détenue par des créanciers privés, les détenteurs d'obligations et la Chine, compliquant les discussions. De plus, la volatilité des marchés financiers et les aléas climatiques continuent de peser lourdement sur les équilibres économiques. Pour consolider cette dynamique, l'institution plaide pour une gestion budgétaire plus rigoureuse, davantage de transparence et des réformes structurelles ambitieuses. Si la vigilance reste de mise, cette inflation offre une opportunité de reconstruire sur des bases plus solides, à condition que les gouvernements poursuivent leurs efforts, puisqu'au-delà des chiffres, c'est l'avenir économique de toute une région qui se joue. En avril 2025, un rapport d'évaluation des organisations des consommateurs togolais met en lumière l'impact des accords de roaming gratuits signés entre le Togo, le Bénin et le Ghana. Si ces accords montrent des signes positifs d'intégration régionale, des disparités de coûts et de qualité de service demeurent préoccupantes. Sur le plan des appels téléphoniques, deux opérateurs togolais, Yas Togo et Move Africa Togo, se distinguent par des performances exceptionnelles. Ils enregistrent un taux de réussite de 100% pour les appels émis et reçus, tant au Bénin qu'au Ghana. Néanmoins, l'analyse des coûts révèle des écarts marqués. Les Togolais paient en moyenne 90 francs CFA par minute pour un appel au Bénin, contre 175 francs CFA par minute pour un appel au Ghana, presque le double. Les SMS, quant à eux, sont relativement accessibles, avec des tarifs oscillant entre 70 et 100 francs CFA selon l'opérateur et le pays. Concernant la fiabilité des services, le rapport souligne que, bien que la qualité des appels soit jugée satisfaisante, Yas Togo accuse un léger retard dans l'envoi des SMS au Bénin, affichant un taux de réussite de 75% contre 100% pour son concurrent Move. La situation devient plus complexe sur le segment des données mobiles. Le rapport indique une absence totale de services data en roaming pour les deux opérateurs, une lacune significative qui affecte l'expérience des utilisateurs. Malgré ces défis, le free roaming évolue vers une dynamique d'intégration régionale. Cela dit, le rapport insiste sur la nécessité d'harmoniser les coûts, d'améliorer la fiabilité des services data et d'accroître la transparence tarifaire. Notons que le Togo a récemment élargi son réseau d'accords de free roaming en signant une nouvelle entente avec le Burkina Faso, renforçant aussi sa volonté d'intégration régionale.
Si la région des savanes est la région d'élevage par excellence au Togo, l'on relève par contre des rendements agricoles bas en deçà de la moyenne. Malgré la situation et pour renforcer la résilience dans le domaine de l'agriculture dans la région, les entrepreneurs agricoles viennent de recevoir un appui matériel destiné à soutenir leurs activités. Il s'agit d'un financement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à hauteur de 348 millions de francs CFA. En effet, ce soutien va à l'endroit de 43 coopératives agricoles issues des préfectures de Tone, Bendial, Haute-Sud, opérant principalement dans les filières céréalières, maraîchères et légumineuses. Ce lot de matériel composé de 2 tracteurs, 8 motoculteurs, 5 tricycles, 80 semoirs et 57 pulvérisateurs entre autres consiste à améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Rappelons par ailleurs que ce soutien arrive à un moment crucial car la région des savanes fait face à des défis sécuritaires croissants qui impactent négativement les activités économiques. L'insécurité alimentaire sévère touche aujourd'hui 155 millions de personnes à travers 55 pays. Malgré les progrès réalisés au cours des dernières décennies, de nombreuses populations de la région ouest africaine restent vulnérables à l'insécurité alimentaire en raison de facteurs tels que la pauvreté, les conflits, les changements climatiques et les pratiques agricoles non durables. C'est dans cette perspective que le Conseil de surveillance du Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation, FRA, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a validé son plan de travail et son budget pour la période 2025-2027 à Lomé. Le nouveau rapport indique aussi que le nombre de personnes n'ayant pas un accès régulier à des aliments sains et nutritifs devrait atteindre 48 millions pendant la période de soudure de juin à août 2023, soit un quadruplement au cours des 5 dernières années. Les résultats confirment également une tendance à long terme vers une expansion géographique de l'insécurité alimentaire dans la région. Selon les dernières estimations du cadre harmonisé, environ 49,5 millions de personnes pourraient être confrontées à l'insécurité alimentaire au cours de la prochaine période de soudure, une situation exacerbée par le poids du Nigeria qui concentre plus de 60% des populations à risque. Face à cette urgence, le FRA entend consolider ses acquis et coordonner de manière plus étroite les interventions régionales. La région fait face à une croissance démographique rapide, une urbanisation accélérée et une dégradation continue des terres agricoles. Autant de facteurs qui exercent une pression croissante sur les systèmes alimentaires locaux. Parallèlement, les changements climatiques amplifient la variabilité des précipitations, intensifiant la fréquence des sécheresses et accroissent les phénomènes météorologiques extrêmes. Ces conditions climatiques extrêmes menacent directement la production agricole et exacerbent l'insécurité alimentaire parmi les populations les plus vulnérables. La deuxième édition de l'Abidjan Art Week a confirmé le dynamisme de la scène artistique ivoirienne. Pendant plusieurs jours, 14 galeries, centres culturels et fondations ont uni leurs forces pour proposer au public un paysage artistique multiculturel. L'événement lancé en 2023 par le professeur Yacouba Konaté s'inscrit dans la volonté de positionner Abidjan comme un pôle majeur de l'art moderne. Un événement qui soit le répondant du rôle que nous jouons déjà, que Abidjan joue déjà au plan de la musique, mais au plan aussi des arts dits premiers. Et nous pensons qu'au plan de l'art moderne contemporain, Abidjan mérite d'avoir un événement structurant qui soit ouvert à l'ensemble de l'Afrique et du monde. Parmi les moments forts de cette édition, une collaboration inédite, celle de la Fondation d'Envahi et de la galerie Cécile Fakouri. C'était vraiment une belle occasion, la Abidjan Art Week, pour présenter ce travail collaboratif avec la Fondation. Donc c'était l'idée de montrer le même artiste dans 2 lieux, dans le cadre de quelque chose, d'un événement qui est vraiment collaboratif, qui est commun, qui fédère. L'artiste au cœur de cette collaboration est le Togolais Sadikou Pedjo, formé dans les années 90 auprès du maître Paul Haï.
Ce que j'ai fait, est-ce qu'on peut appeler ça de la peinture? Bien sûr, ça part des pigments, j'utilise des fois des pinceaux. Si c'est utiliser le pinceau pour faire une œuvre qui est la peinture, là je suis un peintre. C'est comme si je peins des sculptures. Ça a des volumes. C'est comme si on peut les prendre et puis sortir et déposer sur un socle. L'exposition a su séduire un public varié comme Nina Dorine Kossi, étudiante aux Beaux-Arts. J'ai visité plusieurs galeries et je viens au résumé que j'ai trouvé les tableaux magnifiques. C'était splendide avec les couleurs et tout et les différentes techniques. J'ai apprécié en tout cas. À Bobo, le centre culturel Sankoni a organisé un défilé de mode à partir de vêtements de seconde main, transformant la friperie en une véritable expression artistique. Alors que leur pays est en proie à la guerre, des sages-femmes au Soudan continuent de prodiguer des soins maternels vitaux aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Ces professionnels de santé travaillant dans un contexte trouble mettent leur vie en péril. Awa Ismaël, par exemple, a pris des risques en rendant visite aux femmes enceintes à leur domicile pendant les premiers jours du conflit. Nous examinons les femmes enceintes, nous les guidons et nous effectuons un suivi mensuel. Le cas le plus difficile auquel j'ai été confrontée a été l'accouchement d'une femme dans une voiture. Elle avait des complications, mais il n'y avait aucun moyen de se rendre à l'hôpital. Nous étions coincés dans une voiture. J'ai pleuré de nombreuses fois, surtout lorsque les femmes ne pouvaient pas nous joindre pour obtenir les soins dont elles avaient besoin. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 750 000 personnes au Soudan ont bénéficié des services de santé génésique depuis le début de la guerre, il y a 2 ans. La Libye renoue avec le sport continental. À Misrata, le 46e championnat d'Afrique des clubs de volley-ball masculin ne se limite pas à une simple compétition. Il incarne un symbole fort de résilience, de stabilité retrouvée et d'espoir pour l'avenir. Et parlant de l'organisation, premièrement, d'abord, Libye, je trouve que la Libye est bien structurée. J'ai pensé autrement, bien que c'est ma première fois de participer à une compétition qui se joue au Libye. C'est vraiment bien. Et parlant de l'organisation, je trouve que pour leur première, c'est passable et c'est bon. Tout est bien structuré, tout est bien organisé. Le tournoi a rassemblé 23 clubs issus de 9 pays, parmi lesquels l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et le Cameroun. 1500 agents de police ont été mobilisés dans toute la ville. Je veux dire que dans l'ensemble, les choses se passent bien et que l'organisateur, la Libye, a fait de son mieux pour mettre les conditions qu'il faut pour la compétition. Quant au niveau, le niveau est très bon, le niveau de jeu est très bon. Pour les supporters, cette compétition est l'occasion de vibrer à nouveau. Mon fils et moi sommes arrivés tôt pour réserver une place afin de pouvoir regarder le match et soutenir Al-Soueli. Je suis venu ici pour soutenir mon équipe en espérant qu'elle remporte le championnat. J'espère qu'ils remporteront ce titre. La finale de ce 46e championnat d'Afrique des clubs de volley-ball masculin opposera ce mardi Soueli Sport Club de Libye à l'Espérance sportive de Tunis. C'est un jour ordinaire près des pistes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Cet entrepôt postal de plus de 12 000 mètres carrés, presque aussi grand que le Stade de France, est le terrain de jeu de ces douaniers. Ils sont attirés par ce type de petits colis fraîchement débarqués. On peut venir à l'improviste pour contrôler tout ce qui se trouve dans l'entrepôt, mais on vient aussi également tous les jours pour contrôler ces colis-là spécifiquement. La plupart de ces paquets
viennent d'Asie et surtout de Chine. Donc là, je vais l'ouvrir pour contrôler ce qu'il y a dedans, pour voir s'il y a potentiellement des infractions en termes de normes ou de contrefaçon. Car à l'intérieur se trouvent souvent des articles à faible valeur, commandés en ligne. On voit la facilité d'acheter des petits bijoux qui sont pas relativement peu chers. Quelques euros seulement, même pour ces vêtements. Je pense que maintenant tout le monde connaît un peu le mot fast fashion. Donc je pense que nous, ici, des fois, on le touche du doigt. La fast fashion, synonyme d'une mode bas de gamme et peu pérenne. Des sites chinois de e-commerce comme Shein, Temu ou encore AliExpress en ont fait leur spécialité. Oubliez les énormes cargaisons dans des bateaux. Désormais, les habits sont envoyés pièce par pièce aux consommateurs par avion. Et cela inonde les douanes. 22% des colis pris en charge par la Poste proviennent de l'Empire du Milieu. C'est 4 fois plus qu'avant le Covid. On n'est pas très loin du volume de colis expédiés par Amazon. Il n'y a aucune raison que les colis qui proviennent de ces plateformes, ou en tout cas de ces entreprises, ne continuent pas à traverser nos frontières et à remplir un besoin qui est le besoin qui est exprimé par les consommateurs, qui est d'abord la mode à des prix extrêmement serrés. Près de 500 millions de paquets ont ainsi été réceptionnés à Roissy. Avec un avantage très intéressant pour les plateformes chinoises, elles ne paient aucun droit de douane dans l'Union européenne pour les envois dont la valeur est inférieure à 150 €. Une concurrence considérée comme déloyale par les sites de e-commerce établis dans l'Hexagone. C'est le cas du slip français. Dans ce hangar près de Troyes, des milliers de sous-vêtements made in France sont expédiés chaque jour. C'est le lieu où on stocke l'intégralité de la marchandise fabriquée sur le territoire. Donc elle arrive ici par camion. Le manque de droits de douane a un impact sur l'attractivité et la rentabilité de ces produits fabriqués en France. Ce côté, la commande Chine, on en a 7 pour 20 €, mais plutôt polyester et pas très quali. Et côté slip, on en a 3 pour 57 € avec des produits en coton et élastane. Soit ici 3 € le boxer chinois et 19 le boxer bleu-blanc-rouge. Un prix récemment divisé par 2 pour tenter de ne pas céder trop de parts de marché. C'est sûr qu'ils vendent à des prix qu'on ne sera jamais capable de faire en Made in France. Mais voilà, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix? Quand on ouvre le colis, qu'est-ce qu'il y a dedans en termes d'emploi, en termes de qualité du produit, en termes d'émissions de CO2? Quand on achète un produit à très bas prix, c'est que forcément, quelque part dans le monde, il y en a quelqu'un qui en est victime. Contacté, Shein n'a pas souhaité apparaître dans ce reportage. Temu, en revanche, nous a répondu par mail et affirme se conformer aux réglementations en vigueur. Notre priorité est d'aider les familles à accéder à des produits de qualité au meilleur prix. Et nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour garantir des livraisons rapides, efficaces et conformes. Il y a quelques semaines, la Commission européenne a promis d'imposer des droits de douane sur les petits colis. Mais pour l'heure, aucune date n'a été annoncée. Toute la péninsule ibérique à l'arrêt. Éclairée à la bougie ou à la lampe frontale. Que s'est-il passé? La panne est partie de l'Espagne. Ici en jaune, la consommation électrique du pays, à 12h35, elle s'effondre et diminue de moitié. C'est cette chute brutale qui est à l'origine de la coupure généralisée. Mais comment l'expliquer? Pour le moment, aucune raison officielle n'est avancée. Seule l'Union européenne précise qu'il n'y a aucun signe de cyberattaque à ce stade. La France est-elle protégée contre ces coupures de courant? Le réseau électrique européen est interconnecté. En cas de problème sur le système, c'est tout le continent qui est menacé. Pour se protéger, il existe un système de sécurité. Ce qui se passe, c'est que si on a une baisse de fréquence sur la ligne entre l'Espagne et la France, la ligne se coupe automatiquement. Il y a un peu d'ajustement, ce qui explique les quelques coupures dans le Pays Basque, mais c'est vite maîtrisé. C'est ce qu'il s'est passé à 12h38 aujourd'hui. La France s'est automatiquement déconnectée du réseau espagnol et portugais pendant 1 heure. Comment la France aide-t-elle l'Espagne? Depuis 13h30, le réseau électrique français se reconnecte progressivement à son voisin espagnol. Nous fournissons en ce moment même 1400 MW, soit l'équivalent de la production d'un réacteur nucléaire de grande taille. Nous aidons actuellement à hauteur des 2/3 de la consommation actuelle de l'Espagne et du Portugal. Mais cette aide, on peut la fournir encore combien de temps? On peut la fournir le temps qu'il faudra. Dans le sud du pays, le Maroc, lui aussi, fournit de l'électricité à l'Espagne. Está
22h10, Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement sera formé par le Parti libéral. Mike Carney passe de premier ministre désigné à premier ministre élu. Le libéral Mike Carney emporte donc la mise, mais n'a pas la majorité absolue. Il sera donc contraint de gouverner avec l'appui d'un autre parti. Les conservateurs, la formation de l'ex-premier ministre Justin Trudeau, arrivent en deuxième position. Un point commun dans les discours après les résultats, Donald Trump. C'est notre nouvelle réalité. Nous avons surmonté le choc de la trahison américaine, mais nous ne devons jamais en oublier les leçons. Les conservateurs travailleront avec le Premier ministre et tous les partis pour défendre les intérêts du Canada et obtenir un nouvel accord sur le commerce et les droits de douane en protégeant notre souveraineté et le peuple canadien. Mike Carney, novice en politique mais économiste reconnu, a su convaincre une population inquiète pour l'avenir économique et la souveraineté du pays qu'il était la bonne personne pour prendre les rênes de l'exécutif au détriment d'un candidat conservateur qui a souffert jusqu'au bout de la proximité, de par son style et certaines de ses idées, avec le président américain. Trump aura été la campagne électorale à lui tout seul, à tel point que des débats sur les finances publiques, l'environnement ou la santé ont été presque occultés. De son côté, le Bloc québécois perdrait une dizaine de sièges, mais pas l'ambition de faire entendre sa voix. Et nous imposerons incontestablement la réalité que le Québec est une nation française. Un double défi pour Mike Carney, tenter de construire une coalition solide tout en faisant face aux voisins américains.